C'est parti pour décortiquer l'actualité de la semaine. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes là. Vous le savez très bien que la semaine reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Plusieurs voix se lèvent pour dénoncer cette situation, mais aussi exiger la condamnation du M23 qui appuie le rebelle, la condamnation bien sûr du Rwanda qui appuie le M23 qui insécurise ce coin de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons également sur la situation sociale des peuples congolais en République démocratique du Congo avec la conférence de presse de la voix des sans-voix. Et vous le savez, le premier, c'était la journée dédiée aux morts, mais également aux parents vivants. Et Madame, Messieurs, pour décortiquer toute l'actualité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau. C'est pour la toute première fois qu'il passe dans Info 7 avec moi à la présentation. Il s'agit d'un cadre du parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Félix Kayembe. Et il est également coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est pour moi l'occasion de vous dire merci pour cette première invitation. Et nous croyons certainement que ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Vous êtes de l'UDPS, mais vous êtes encore de l'autre côté, coordonnateur d'une structure. Comment vous faites? Écoutez, chez nous à l'UDPS, il est demandé à ce que nous puissions travailler, bien entendu, pour faire adhérer beaucoup de membres au sein du parti. Et travailler, c'est-à-dire qu'il fallait créer notre structure? C'est ce que notre statut dit. Ah, ok. Et notre statut dit, la Ligue des jeunes, nous pouvons, bien entendu, travailler au sein de la Ligue des jeunes. Mais il est demandé à ce que nous puissions avoir des structures. Donc toutes les structures, toutes les associations sont affiliées à la Ligue des jeunes. Voilà pourquoi est-ce que nous avions créé la dynamique des intellectuels acquis au changement. Ça fait déjà 3 ans et nous sommes implantés presque dans 5 provinces. Et nous sommes en train de travailler avec la Ligue des jeunes. D'ailleurs, nous serons le 21 août au stade IMCA ou au terrain MK, si vous voulez, où doit y avoir dans la commune de Kalamou? De Kasavubu. De Kasavubu, à Imka. Imka, c'est Kasavubu, je crois. Ah, ok. Voilà, donc, non, Kalamou. Kalamou, voilà, j'avais raison de dire Kalamou. Oui, nous serons là avec la Ligue des jeunes de l'UDPS et que toutes les structures sont invitées pour y participer. Ce qui nous intéresse, c'est les noms de votre dynamique, dynamique des intellectuels acquis au changement. Et intellectuels acquis au changement, c'est-à-dire que dans votre structure, on ne retrouve que des intellectuels? Il n'y a pas seulement les intellectuels, il y a tout le monde. Mais il faut dire d'abord Félix Kayembe, j'étais président de la JDPS IEC Gombe. Et sous le pouvoir, si vous voulez, de Etienne Tshisekedi, paix à son âme, nous sommes en 2003. Et lorsque nous rencontrions l'effet Etienne Tshisekedi au Mulumba, il ne cessait de nous parler du changement de mentalité. Il nous disait, écoutez, le Congo ne doit pas changer sans les Congolais qu'il y ait changé leur mentalité. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, la seule façon de dire merci à Etienne Tshisekedi, c'était de créer une structure de la dynamique des intellectuels acquis au changement pour dire il faut qu'il y ait les intellectuels qui ont un changement de mentalité, les intellectuels qui voient les choses autrement, pour que lorsqu'on est aux affaires, qu'on ne puisse pas détourner les deniers publics, qu'on ne puisse pas être dans l'indiscipline financière. Voilà pourquoi nous avions créé cela. Aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'en 2022, madame, vous allez vous rendre compte que ce sont les intellectuels qui ont toujours géré ces pays, les entreprises, le portefeuille et autres. Mais pourquoi est-ce que... Mais avec quels résultats aussi? Avec quels résultats? C'est pour cela que nous disons, il faut assez qu'il y ait un changement de mentalité. Lorsqu'on est intellectuel, lorsqu'on est élite, on est pour la nation et non pour soi-même. Et donc nous disons, que tu sois ministre, que tu sois DG, que tu sois, je ne sais pas, ambassadeur, il faut que tu puisses travailler pour les pays et non pour soi-même. Lorsqu'il y a un changement de mentalité, et donc il doit y avoir quelque chose de bien. Et quelles sont les actions que vous menez dans cette structure-là pour arriver à atteindre cet objectif qui est le changement de mentalité? Et nous tenons beaucoup de conférences, madame, des ateliers, des formations. Nous descendons aussi dans les universités. Nous sommes en train de parler avec les cadres de demain. Écoutez, vous étudiez, demain vous serez aux commandes de ces pays. Et donc, il faut que vous puissiez travailler pour les pays, changer vos mentalités. Il ne faut pas y aller pour détourner le denier public, mais plutôt travailler pour la nation. Et donc, nous avons beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations, beaucoup de conférences. Et des fois, nous tenons aussi des meetings et des manifestations devant les intellectuels où nous sommes en train de passer les messages des changements de mentalité. Est-ce que vous savez qu'il existe une structure de changement de mentalité en RDC?
Je sais, c'est une structure d'ailleurs qui a été créée par le président de la République lui-même, à la présidence, et nous croyons certainement qu'ils sont en train de faire le même travail. Vous croyez, ou vous-même, vous avez déjà eu le temps de vous approcher d'eux et pour voir un peu ce qu'ils sont en train de faire, si vous pouvez mutualiser les efforts. Nous restons dans la même philosophie, Madame Noëlla. Nous restons dans la même dynamique. Le plus important ici, c'est d'atteindre tout le monde. Ici, je ne vais pas seulement viser les intellectuels, même les commerçants, Madame. Vous savez, il y a des fois où lorsque vous achetez des histoires, on peut vous mentir. Et donc, nous disons, il faut qu'il y ait une dynamique dans la façon de faire les choses, qu'on soit intellectuel, qu'on ne soit pas intellectuel. Et donc, il faut refuser les détournements ou les vols à tous les niveaux ou dans n'importe quel domaine où vous êtes. Mais vous ne voyez pas qu'en donnant le nom de la structure dynamique des intellectuels acquis au changement, vous ne limitez pas. Il y a des gens juste à avoir le nom de la structure qui peuvent se dire, mais bon, moi je ne suis pas intellectuel, et donc ça ne me concerne pas. Non, écoutez, madame, c'est une bonne question. Ça ne limite personne, mais plutôt nous disons, c'est plus pour ceux qui sont aux affaires. C'est plus ceux qui ont le destin du pays. Parce qu'à un moment, vous avez parlé des commerçants. J'ai parlé des commerçants. Nous avons, vous savez, même les commerces, vous ne pouvez pas faire les commerces, madame, si vous n'avez rien dans votre tête. Et donc, si vous voyez ce que nous sommes en train de faire... Parce que quelque part, vous parlez que c'est plus pour ceux qui sont aux affaires. C'est plus, bon, même ceux qui sont, non, les affaires, madame, ce n'est pas seulement être ministre et DG. Les affaires aussi, c'est dans les business, madame. Les affaires aussi, c'est lorsqu'on est douanier quelque part. Donc, moi, je me dis, c'est quand même un champ vaste où nous sommes dans tous les secteurs. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas seulement pour les intellectuels, c'est pour tout le monde. Mais nous avions visé plus pour ceux qui ont la décision de la nation. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le premier dossier de votre magazine Info 7. 1er août, journée choisie pour la commémoration des morts. Cette journée n'est pas passée inaperçue pour l'Association des jeunes pour l'entraide et le développement. La GED s'est rendue au cimetière de la Gombe pour améliorer l'assainissement de cette dernière demeure. En arrivant, c'était vraiment pas bien. Les morts sont vraiment négligés, les morts sont vraiment pas pris en considération. Voilà pourquoi nous sommes là, dans les cadres, nous sommes descendus sur le terrain, dans les cadres de l'accompagnement de la vision du chef de l'État et aussi vu la situation actuelle face aux enjeux économiques, sociaux, culturels, nous jeunes cadres et intellectuels pensions à l'avenir et aussi à la responsabilité qui est nôtre, notamment celle de rejoindre la mondialisation, pourquoi pas de gagner les paris du développement pour un Congo meilleur. Nous pensons donc de ces faits qu'aucune société, aucune entreprise ou établissement ne peut se développer ou encore s'organiser sans l'implication de la femme. Certaines familles trouvées sur place plaident pour l'entretien des cimetières par le gouvernement congolais. Bon, je suis venue comme c'est le 1er août, je suis venue à nettoyer la tombe de ma maman. Et la journée à ma mort, c'est le 1er août, et la journée où je suis inaperçu, je la tombe de papa ou à Botingaï, na bongisa, na samo batretien. Ensemble, na moni, et ce métier m'a dit boti, un peu mon négligence est ali, mais tout ça que le gouvernement, ce métier déjà tout il faut que bongisango, que chango, na ba état déjà, il y a bien pour tout et ton baoya, surtout na ba journée à boyer. À noter que la GED est une organisation sans but lucratif. Tout a commencé par une prière d'intercession en faveur de tous les parents de la RDC en général, puis en particulier ceux de l'église Parole Vivante Gulf. Vient ensuite les échanges autour du thème Père, chef de famille et responsable de l'atmosphère spirituelle de sa maison, comme l'explique ici l'orateur du jour. Si je ne réalise pas que je suis responsable de l'atmosphère spirituelle au sein de ma famille, alors là, j'ai perdu quelque chose. Nous, papa, nous devrons nous lever et de comprendre que nous devons être les premiers à prier. Nous devons être les premiers à faire des déclarations. Nous devons être les premiers à bénir notre famille. Nous devons être les premiers à veiller à ce que notre famille vive une vie sanctifiée. Ces échanges étaient bénéfiques, affirme le président du département de Papa. Nous n'avons pas voulu faire passer cette journée ainsi, étant donné que le papa, c'est la colonne de la famille. Le papa, c'est lui la base même de la famille.
il était pour nous important de nous retrouver autour d'une table pour réfléchir autour de la parole de Dieu sur les responsabilités qui sont nôtres. Les participants, quant à eux, louent l'initiative. Pour les parents qui vont me suivre, je leur demanderai de bien encadrer d'abord les enfants et les éduquer comme il se doit. S'ils sont bien éduqués à la maison, cette éducation va se manifester à l'école même. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'a aidé à comprendre que j'ai vraiment une grande responsabilité. Et c'est encourageant, ça m'a fortifié. J'ai béni Dieu pour cela, pour tout le conseil. Ces échanges se sont déroulés autour d'un agapé fraternel et pour immortaliser cette rencontre, une photo de famille a sanctionné la dite manifestation. Félix Kayembe, quelle est l'importance de cette célébration, la célébration de la journée dédiée aux morts? Dès lors que ceux qui sont en Christ disent qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants, les morts sont partis et les vivants restent. Écoutez, je pense que d'abord il faut reconnaître que les morts, ce sont des gens avec qui nous avions vécu ensemble, ce sont des êtres chers que nous avions perdus. Et lorsque nous arrivons à la date du 1er août, il est tout à fait normal que nous puissions nous en souvenir d'eux. Et la seule façon de s'en souvenir de nos morts, c'est d'aller là où ils se reposent pour un repos éternel, entretenir les liens et puis faire en sorte que ce soit un lien vivant. Est-ce que l'entretien, on doit attendre seulement le 1er août? Bon, c'est aussi ça la culture peut-être des Congolais. Je pense qu'il faudrait à ce qu'il y ait quand même un entretien chaque jour, chaque mois, si vous voulez, pour que nous puissions voir des cimetières propres. Il y a même les gens qui disent que si vous voulez voir les pays, ce que ça représente, aller au cimetière, aller à l'aéroport. Donc je pense que ça relève aussi, bien entendu, de la responsabilité de l'État congolais qui doit faire en sorte qu'il y ait les gens qui doivent tenir la propriété de l'autre côté. Ce n'est pas seulement le 1er août, même nous-mêmes, les familles. Lorsque nous avons les êtres chers qui sont déjà partis au-delà, il faudrait que nous puissions commencer à faire des tours de temps en temps, ce n'est pas seulement attendre le 1er août. Et que dites-vous à ces personnes qui estiment que lorsque les personnes sont déjà mortes, elles sont mortes, c'est fini pour elles et la vie continue avec les personnes qui restent en vie? Écoutez, il ne faut pas que nous puissions oublier l'histoire, Madame. Et on lit cela même à la Bible. Écoutez, il est tout à fait normal que lorsqu'on est mort, c'est fini. Mais il y a quand même un sang qui nous a liés avec papa, maman, et grande sœur, je ne sais pas, petite sœur. Et donc, ça reste... Vous ne pouvez pas enlever cela dans votre cœur. C'est un être cher avec qui vous avez vécu les années, qui a passé des bons moments avec vous. Et donc, lorsque quelqu'un est déjà mort, ça ne peut pas s'effacer dans votre mémoire, ça ne peut pas s'effacer dans votre cœur. Ça reste une plaie éternelle. C'est comme moi, qui avait déjà perdu mon père, Lumbala. Il y a des fois où je pleure. Ce n'est pas parce que je manque à manger, c'est pas parce que je manque peut-être un parce que vous vous souvenez de lui. Je me dis, sans lui, je ne pouvais pas exister. Je suis attaché à lui. Et donc, lui, c'est moi. Donc, c'est un peu ça. C'est la symbolique, madame. Vous estimez que c'est qui motive cela par les Saintes Écritures, ne lisent pas bien la Bible? Loin de là, moi-même je suis chrétien, je pense qu'il est tout à fait normal, mais il y a des choses où il faut comprendre, madame, que ici, ça ne demande pas une autre interprétation. Il s'agit du sang, comme je l'ai dit. C'est tellement fort que ça. Vous ne pouvez pas arriver à la date de la disparition de notre cher de votre vie et que vous puissiez rester insensible, madame. Il y a des fois, lorsque vous regardez même l'habit que votre papa portait, votre maman, vous vous en souvenez. Lorsque vous avez un enfant chez vous à la maison qui porte le nom de votre papa, de votre maman, et que celui-ci n'est plus, vous vous en souvenez. Et donc, je dis, il est tout à fait normal que nous puissions nous en souvenir de nos morts. C'est aussi ça, la famille. C'était le 1er août, le 2 août, dans la capitale de la République démocratique du Congo. Les Congolais se sont retrouvés à la place des évolués dans la commune de la Gombe pour se souvenir du génocide congolais. C'était en 1988. Les Congolais étaient là. Ils ont commémoré le génocide congolais. Pourquoi la question aujourd'hui que plusieurs personnes se posent? Pourquoi le rapport mapping est toujours placé dans les oubliettes? En fait, moi je me dis c'est un complot international. Un complot international, madame, parce que nous avions beaucoup enterré, nous avions beaucoup pleuré.
Il y a certaines personnes qui se sont passées pour se victimiser, comme si ce sont ces gens-là qui ont eu... Et il y a des personnes qui sont traumatisées jusqu'à ce jour. Tout à fait. Et donc, moi, je me dis que le rapport mapping doit être d'application pour que les agents causals de cet acte-là ignoble puissent payer de cela et que les victimes soient aussi réparées, madame, soient aussi réhabilitées, si vous voulez. Donc, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que nous puissions continuer toujours à mourir et que les gens fassent semblant, la communauté internationale puisse faire semblant. Pourtant, nous sommes de ceux-là qui doivent être réhabilités dans notre mémoire, réhabilités dans notre histoire et que nos morts ne puissent pas partir gratuitement. Nous disons, il est tout à fait normal que nous puissions pleurer, que nous puissions nous en souvenir de ces génocides-là parce que c'était un carnage. Et intéressant, ce jour-là, il y a eu même des gens qui criaient « Nous voulons un mémorial pour ces personnes-là ». Et pourquoi le gouvernement congolais n'a pas toujours pensé? Des années sont passées. 1988, aujourd'hui nous sommes en 2022. Pas un mémorial pour se souvenir de ces Congolais. Même la place, madame, n'était pas indiquée. Lorsqu'on vous dit la place des évolués, ce n'est pas une place symbolique où l'on doit aller s'en souvenir de nos morts, nous, des génocides. Je pense qu'il faudrait que l'on puisse avoir une place appropriée, un mémorial où on doit commencer à passer, pas seulement pour les Congolais, madame, mais aussi bien pour les étrangers, pour d'autres personnes qui viennent au Congo. Nous pouvons leur dire, regardez notre histoire sombre, où nous avions perdu nos compatriotes qui sont morts non seulement parce qu'ils voulaient mourir, mais plutôt parce qu'il y a eu des gens qui ont eu à fomenter les coups pour venir saccager notre pays, pour mettre un peuple à genoux, et donc nous voulons que nous puissions être réhabilités dans nos droits. Et cela n'est pas au niveau de la place des évolués, madame. Laissons la place des évolués aux évolués, mais cherchons une place, bien entendu. Mais c'est pourquoi on demande ce mémorial. C'est comme ça que je dis. Cherchons une place, madame. Lorsque vous y arrivez, c'est toute l'histoire de ces jours-là. 10 août 1988. L'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, les gens s'étaient levés pour crier et demander au président de la République de remettre sur la table le rapport mapping. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a encore fait. Qu'est-ce qui bloque? Rien ne bloque. Je pense que le président de la République lui-même est attaché à la République du Congo. Comme je l'ai toujours dit, lui, c'est les produits finis de la population congolaise. Et donc, je pense que produit fini de la population congolaise. C'est les produits finis de la population congolaise, Tshisekedi. Et donc, je crois qu'au moment venu, un jour, ce rapport-là sera un jour, appliqué. Ça sera quand? Parce que nous sommes en train d'aller vers les prochaines élections. Non, écoutez, nous sommes encore là. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, madame. Le plus important est que ces rapports-là soient appliqués. Je sais comment est-ce que Tshisekedi fonctionne. C'est un homme qui a une certaine méthodologie que certaines personnes ne comprennent pas, mais nous croyons certainement que ça sera appliqué d'une manière tout à fait orthodoxe et que le pays sera reconnu, que nous avions connu un génocide ici, que personne n'en a parlé. Parce qu'il y a certaines personnes qui se victimisent dans des médias internationaux. Nous sommes arrivés au moment où nous devons faire comprendre au monde entier que c'est nous qui sommes des victimes et des vraies victimes. Le rapport mapping, on retrouve des noms même des personnes des pays voisins. Pourquoi il fait peur? Il fait peur parce que c'est là où l'on sait mettre chaque personne devant sa responsabilité. Madame, vous avez suivi lorsqu'on a parlé du rapport mapping du côté Kigali, les gens commençaient à parler. On se reproche de quelque chose. Je pense que puisque ce rapport-là a des noms, des dates, des identités des uns et des autres, et donc chaque personne aura à comparaître devant la justice et que le pays soit réhabilité dans sa mémoire. Faut-il aujourd'hui avoir des alliés qui ne sont pas africains pour qu'on remette ces rapports sur la table? Parce que ça traîne. Non, je pense que le plus important ici, c'est la dynamique d'ailleurs qui est dans notre pays avec les présidents de la République. Mais nous avons besoin de tout le monde, madame. Ce n'est pas seulement les alliés africains ou les alliés européens, mais le plus important ici est que l'histoire soit dite comme elle devait être dite. Nous parlons bien de ce rapport mapping. Certainement qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui entendent toujours parler de ce rapport mapping. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez donner les grandes lignes de ces rapports? Des grandes lignes, madame, c'est la traçabilité, bien entendu, de ce qui s'est passé dans notre pays. Les grandes lignes, ce sont les personnes qui ont causé la mort à nos compatriotes. Les grandes lignes, c'est aussi reconnaître que ces pays étaient victimes ou est victime du génocide. Et donc, il faut que nous puissions être réparés. Que ces crimes-là soient réparés d'une manière tout à fait
exemplaire et que ça ne puisse plus se répéter. Pourquoi? Parce que si le rapport MAPIG n'est pas appliqué aujourd'hui, madame, ça doit permettre à ce que nous puissions connaître ce que nous sommes en train de connaître avec la M23 encore. Pourtant, si... la situation sécuritaire dans l'Est. Tout à fait, madame. D'ailleurs, si la CPI avait déjà commencé à exister, parce que la CPI a commencé en 2003, si je ne me trompe pas, et donc si la CPI avait déjà existé depuis 1988, et donc ces gens-là devaient être traduits devant la CPI. Et donc moi je pense que c'est une façon de dire d'abord que les Congos ne doivent pas rester indifférents, il faut que l'histoire soit écrite comme elle a été avec ces génocides, et que les responsables puissent payer de leurs supercheries. Madame, Messieurs, à présent, prenons le deuxième dossier de votre magazine Info 7. On se retrouve juste après pour un autre débat, la situation sociale des Congolais. Nous, chefs de quartier, chefs de rue, notables, prêtres, pasteurs, et imam de la cité Kanluka. Faisons la présente déclaration pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à descendre, à désenclaver notre entité et à nous fournir l'eau potable et l'électricité qui nous manquaient depuis 1960 que notre quartier Kanluka existe. Nous notons qu'en l'espace de 2 mois, le chef de l'État est venu vers nous 2 fois pour se rassurer du bon déroulement des travaux. Ceci est un signe d'un grand amour. En conséquence, nous lui témoignons et le rassurons de notre reconnaissance profonde et de notre attachement indéfectible derrière notre frère Christophe Mbosso Kodiapwanga, qui l'a aussi élevé en dignité. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous pouvez compter sur la population de Kanluka en toutes circonstances, car votre nom entre à jamais dans les annales de l'histoire de notre quartier. La voix des sans-voix dit être préoccupée par la misère dans laquelle croupissent des millions de Congolais. Voilà pourquoi elle a décidé de s'intéresser davantage aux droits socio-économiques à Kinshasa et dans d'autres provinces. Pour ce qui concerne la capitale, la voix des sans-voix salue ce qui s'est fait dans les domaines des infrastructures. La VSV salue à titre illustratif. En ce qui concerne les infrastructures routières, la réhabilitation ou la construction des infrastructures routières à Kinshasa dans le cadre des projets Kinshasa Zéro Trou et Tshilejelu. C'est le cas des avenues Mbandaka, Mawanga, Boma, tronçon avenue Université, Bongolo, Yolo Ezo, Kianza, Mopulu. La décision prise par l'autorité urbaine sur les Wewa intéresse aussi la VSV. La VSV salue la mesure prise par les autorités provinciales de Kinshasa consistant à l'identification de tous les taxis-motos pour mettre fin aux abus souvent constatés. Cependant, dit la VSV, des efforts sont à fournir pour achever les projets Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou doit se poursuivre pour boucher des milliers de trous encore visibles dans la ville de Kinshasa. La VSV recommande à l'hôtel de ville de Kinshasa de responsabiliser les bourgmestres et les chefs de quartier en leur allouant des fonds nécessaires pour lutter contre les trous dans leur commune. Même chose pour les prix des biens de première nécessité sur le marché. Les ministères concernés doivent donc s'investir pour que la situation s'améliore
et éviter ainsi une poudrière qui pourrait exploser à tout moment, surtout à l'approche des échéances électorales prévues en 2023. La Voix des Sans-Voix note aussi des actions encourageantes en faveur de la population, mais des efforts supplémentaires doivent être consentis. Plus de 30 ans, enfin, la cité Kanluka, dans la capitale de la République démocratique du Congo, aura de l'eau potable. Vous avez suivi, ils sont en train de remercier le président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Fallait-il attendre seulement l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi pour que ces points puissent avoir de l'eau et l'électricité? Vous avez la réponse, madame, dans votre question. Vous savez d'abord Tshisekedi, Félix, c'est un monsieur qui est ici d'un parti de la social-démocratie, qui est notre parti politique, l'IDPS. Et donc, nous sommes là pour les peuples, la raison pour laquelle, chez nous, à l'IDPS, nous disons les peuples d'abord. Il a fallu 30 ans pour qu'un président de la République puisse aller au niveau des Kanluka à des reprises. Vous avez suivi comment est-ce que nos compatriotes là ont déclaré eux-mêmes. Et aussi, c'est pour répondre, bien entendu, aux besoins de la population congolaise. Vous savez, madame, lorsqu'on est à la tête du pays, c'est pour rencontrer les aspirations de la population. Voilà pourquoi le président de la République est descendu là-bas, non seulement pour l'eau potable, mais aussi, il faut voir qu'il y a des routes qui sont en train d'être construites de ces côtés-là. Ça fait partie du social. Le cheval de bataille de Tshisekedi, c'est de mettre l'homme au centre d'action. C'est pour cela, vous le voyez, à tout moment, au chevet de sa population, en train de chercher les vases et moyens pour répondre, bien entendu, aux besoins de la population. Est-ce que le problème de l'eau potable, c'est seulement à la cité Kanluka? Nous voyons ici, dans les communes Lingala, Kasavubu, l'eau, c'est un casse-tête. Madame Noïla, je pense que vous êtes une Quinoise, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas informé qu'au niveau du pompage, nous avons une grande usine construite, bien entendu, pour l'eau potable. Nous avons une autre usine du côté de Tchangou où on a construit encore pour l'eau potable, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement ici, au Kanluka, mais c'est partout, pas seulement ici à Kinshasa. Allez, même dans les Kasaï aujourd'hui, la ville de Mbujimaï est desservie par l'eau potable à Kananga et ailleurs. Je pense que c'est une question de la République et non une question d'un coin. Ah, vous êtes sûr qu'il y a maintenant l'eau potable partout? Parlons d'abord de Kinshasa. Et écoutez, aujourd'hui, nous sommes quand même desservis, pas comme autrefois, il y a 10 ans, il y a 5 ans, où il y avait un problème. Moi, j'ai des amis qui sont du côté Ipen. Je ne sais pas si vous habitez à l'Ipen. Il y a les gens qui se réveillent à 2 h du matin. Aujourd'hui, les gens se réveillent à 2 h du matin, madame. Nous avons de l'eau à tout moment. C'est que pour dire, cette question d'eau potable est en train d'être résolue. Mais le plus important, madame, ce n'est pas de se poser la question aujourd'hui si tout le monde a de l'eau chez lui à la maison. Mais le plus important, c'est de voir comment est-ce que... Est-ce qu'on devait être fier quand on voit même des personnes... Je n'ai pas terminé, madame. Le plus important, c'est de voir au moins les 2 usines d'eau potable qu'on est en train de construire, qui sont presque à la fin, qui doivent être inaugurées dans quelques jours pour que les compatriotes puissent être desservis de cette eau potable-là. Et donc, c'est aussi ça, la raison de Tshisekedi au sommet de l'État pour répondre à tous les besoins de la population congolaise. Est-ce que vous devez seulement vous réjouir parce que vous êtes en train de faire ça, dès lors que nous avons un pays qui a beaucoup de richesses, que les autres sont en train de bénéficier, alors que la RDC ne bénéficie presque pas de ces richesses? Madame, vous voulez parler de quelles richesses? Je pense que si vous voulez me parler de la richesse aujourd'hui, regardez... Parlons d'abord seulement de l'eau, parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'abord de l'eau. Vous êtes en train de vous voulez changer la question. On reste d'abord dans la question de l'eau potable. Je reste dans cette question de l'eau potable, madame. Je parce que vous parlez de ces 2 usines. Aujourd'hui, madame... Vous êtes en train de vous réjouir seulement de ces 2-là. Je ne me réjouis pas, mais il faut dire que c'est quelque chose, madame. Lorsque vous n'aviez pas des usines autrefois, vous plairiez. Ici, personne ne répond à votre question. Mais vous avez un homme aujourd'hui qui est au sommet de l'État, qui vous construit dans moins de 3 ans, madame, des usines d'eau potable où même la personne qui habite à Maluka, la personne qui habite à Tchangou et ailleurs doit avoir de l'eau. Fallait-il attendre 3 ans pour avoir ces usines? C'est très important. Madame, ce n'est pas seulement... 3 ans, ce n'est pas seulement 3 ans pour que nous puissions avoir les usines, mais nous avions commencé quelque part parce qu'il y avait beaucoup d'urgence. Vous ne me parlerez pas que vous n'aviez pas aujourd'hui la gratuité de l'enseignement des bases. Donc ce n'était pas une urgence?
C'était une urgence, madame. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des usines. Je pense que le lien de fait, c'est de féliciter. Le lien de fait, c'est de féliciter le gouvernement avec Sama Lukonde et nous de dire qu'on n'est pas servi, madame. On a commencé et des usines. Aujourd'hui, c'est beaucoup pour nous. Pourquoi? Parce que les Congolais et Congolais ou les Quinois et Quinois doivent être servis. Les RDC, c'est seulement Kinshasa? Je vous ai parlé de Mbujimaï, madame. C'est là où il y a ma base. Vous êtes sûr que Mbujimaï aujourd'hui est desservie à 100%? La ville de Mbujimaï, madame, est servie. Est servie. Il faut suivre cela. Vous n'allez même pas seulement me parler de l'eau potable. Il y a aussi du courant, madame. Et donc, ce qui est produit, il y a une dynamique aujourd'hui avec Tshisekedi. Il faut avoir une mauvaise foi pour ne pas reconnaître cette dynamique. Est-ce que le RDC, c'est Kinshasa et Mbujimaï? Vous m'aviez posé la question par rapport à Kinshasa, je vous ai répondu. Je vous ai ajouté Mbujimaï. Aujourd'hui, madame, ce n'est pas parce que c'est ma base. Aujourd'hui, si vous partez dans les Bas-Congo, il y a de l'eau. Si vous partez à l'Équateur, madame, vous savez, Jean-Pierre Mbemba lui-même a parlé depuis qu'il est né. C'est pour la première fois qu'il puisse avoir du courant à Inongo. Et il ne peut pas y avoir de l'eau sans... Il n'y a pas les courants. C'est que pour dire qu'il doit y avoir de l'eau partout, madame. Nous disons ceci. On est en train de réaliser beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Il faudrait que nous puissions accorder encore le temps au président de la République pour que nous puissions arriver des excuses qu'on a déjà trouvées auprès de la population. Il n'y a pas des excuses parce que les Congolais et Congolais eux-mêmes ont compris pour dire que ce produit fini de la population congolaise est en train de donner le meilleur de lui-même. Madame Noëlla, vous voyagez beaucoup pour aller à Lubumbashi, pour aller au Kasaï, pour aller à Goma, vous dépensiez beaucoup d'argent. Aujourd'hui, le prix des billets d'avion divisé par 2, vous n'en dites rien. Félicitez Tshisekedi pour ce que vous êtes en train de faire, madame. Merci beaucoup pour cela, mais parlons aussi de l'électricité dans la capitale de la RDC. C'est bien, le président du MLC a reconnu que dans son coin, au moins aujourd'hui, il y a l'électricité. Mais parlons d'abord de la ville de province de Kinshasa. Qu'est-ce qui manque pour que la ville ait de l'électricité dans le coin et recoin? Et non pas ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui ont le courant pour 1 heure. Est-ce normal qu'on ait 2 jours de délestage? Expliquez-moi. D'abord, il faut dire, madame, que nous avions hérité une situation difficile. Ça, il faut reconnaître. Ingra 1, Ingra 2, Ingra 3 sont déjà vieillis. Il faut que nous puissions renouveler les matériels. Ce qui a été déjà fait. Vous avez vu dernièrement ici les matériels de Inga 1, Inga 2 arrivés. Nous sommes allés même au niveau de Inga 4 pour que nous puissions bien entendu servir tout le monde avec les courants. Et donc moi je me dis, nous avons trouvé une situation difficile. Mais ce n'est pas une excuse pour que nous puissions dire que nous n'allons pas faire quelque chose. Nous sommes encore... Les courants, madame, il y en a aujourd'hui. Même si vous posez des questions, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas... Délestage. On a 2 jours de délestage. Non. De ce côté-là, madame, on a trouvé une solution, madame. Il n'y a pas seulement le délestage. Moi, ça continue partout dans la commune de Lingwala, partout à Kasavubu. Madame, il y a 2 jours, je suis dans la commune de Lingwala. J'ai vu la SNEL, madame, avec ce qu'on appelle les transformateurs, comment on appelle encore les transformateurs, je crois. Dans toutes les cabines, madame, on est en train d'installer. J'ai vu les câbles de courant, madame, en train d'être installés dans presque beaucoup de communes ici à Kinshasa pour que nous puissions avoir du courant à tout moment. Et donc, je dis, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que nous puissions servir tous les Congolais. Il n'est pas question de dire, nous avions trouvé une situation difficile et nous avions croisé les bras. Il faut dire que la SNEL aujourd'hui est en train de travailler sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi, parce que celui-ci, c'était un produit fini de la population congolaise et il fait à ce que sa population puisse se retrouver. Même ce matin, vous aviez bien repassé les avis parce que vous aviez du courant. Malheureusement, je suis partie de la maison, il n'y en avait pas. Vous pouvez aller demander. Il y en avait. Il n'y en avait pas ce matin. Parlons, vous avez parlé de l'électricité, ça fait partie du social, mais les paniers de la ménagère. Vous avez suivi la voix de son voix qui a interpellé le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand Tshisekedi est arrivé, la population attendait manger jusqu'à sa fin. Mais malheureusement, la situation devient de plus en plus inquiétante, à tel point que la voix de son voix s'est même prononcée. La voix de sa voix doit d'abord comprendre une chose, que la situation que nous sommes en train de traverser, elle n'est pas seulement pour la République du Congo, mais c'est une situation générale, madame, avec la Covid-19, vous savez, avec tout ce qu'on a comme guerre de l'Ukraine et Russie, mais cela n'est pas une excuse. Mais il faut dire, madame, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, c'est pour la première fois que l'article 43 qui consacre la gratuité de l'enseignement des bases soit d'application. Ça fait partie du social, madame. Je vous ai parlé ici des billets d'avion. Vous avez dit c'est le social, madame. Parlons du panier de la ménagère. Je suis en train d'y arriver, madame.
Lorsque vous avez les billets d'avion divisés par des madames, ça fait partie du social. Lorsque vous avez les Koulouna qui tuent les gens ici et que ces Koulouna sont pris, envoyés à Kanyamaka CC. Ils continuent de payer. Ils font les champs, madame. Ils continuent de payer. Vous ne voulez pas que je puisse évoluer, laissez-moi évoluer. Pourquoi quand je commence à parler de bonnes choses, ça vous fait mal? Je disais ceci, madame. Lorsque vous avez les Koulouna qui tuent les gens ici et ces Koulouna-là sont transférés à Kanyamaka CC, ils font les champs, les sacs de maïs, madame, coûtent aujourd'hui 18 000 francs congolais, et donc c'est du social, madame. Lorsque vous avez les salaires de militaires, madame, augmentés, ça fait partie du social. Lorsque vous avez les salaires des fonctionnaires, madame, augmentés, ça fait partie du social. Lorsque vous avez les veufs et les veuves des militaires qui touchaient 30 000 francs congolais, aujourd'hui touchent 250 000 francs congolais, ça fait partie du social. Lorsque vous avez un hôpital moderne, madame, construit au camp Tchachi, au camp Lufungula, ça fait partie du social, madame. Lorsque vous avez bien entendu le panier de la ménagère, les paniers de la ménagère, madame, lorsque vous avez les... Une boîte de tomates revient à combien aujourd'hui? S'il vous plaît, madame, lorsque vous avez l'augmentation des salaires des fonctionnaires, ça fait partie du social. Je pense que les problèmes du social, madame, on ne doit pas seulement voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de paramètres que nous devons voir. Merci beaucoup. Et ces paramètres-là peuvent être l'opinion sur le panier de la ménagère. Parce qu'on peut vous payer aujourd'hui 100 $. Alors que hier, les paniers de la ménagère, avec les 100 $ que Félix Tshisekedi a ajouté sur les salaires, comme vous le dites, des fonctionnaires pouvaient encore aider. Mais aujourd'hui, lorsque vous partez avec ces 100 $ au marché, les paniers de la ménagère, vous avez parlé même de la province du Kasaï oriental. La vie, elle est très chère là-bas. Écoutez, le Kasaï oriental, il faut d'abord dire que c'était une province où tous les espaces Grand Kasaï, c'était une province qui a été négligée par les régimes passés, tout simplement parce que l'opposant historique, Tshisekedi, était de là. Ils ont tué la MIBA, ils ont tué la NCNCC, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler, il y a des choses qui sont en train d'être relancées, la MIBA et la NCNCC. Pour les problèmes du panier des managers, madame, je pense que c'est une question qui est en train d'être résolue. Lorsque vous avez les champs qui sont en train d'être effectués, c'est une solution. La population fait quoi? Pouvons-nous aujourd'hui donner raison à Franck Diongo quand il a parlé du panier de la ménagère? Non, Franck Diongo, c'est un frustré, madame. Ça, il faut le reconnaître. Mais il avait quand même raison. Parce qu'on sait qu'il a dit, c'est ce que la voix de Sans-Voix a dénoncé, non? Non, écoutez, la voix de Sans-Voix doit comprendre aussi. Je pense que la voix de Sans-Voix peut-être a été consultée Franck Diongo pour avoir certains éléments. Mais aujourd'hui, madame, je pense que sur les marchés, il y a une stabilité des prix, des biens de première nécessité. C'est qui est tout à fait normal. Parce que quand vous posez la question, madame, par rapport à ce qui est des produits alimentaires, je pense qu'il y a certaines choses que nous pouvons comprendre avec vous. Ça a des conséquences avec ce qui se passe de l'autre côté de la rive, l'Ukraine et Russie. Même les tomates, quand il y a hausse de prix, c'est l'Ukraine. Madame, la tomate a augmenté à quelle hauteur? C'est aussi ça le problème. Même mais vous ne me parlez pas, vous ne me parlez pas, madame, de maïs. Pour cette population qui est dans la misère. Vous ne me parlez pas de maïs, madame, qui a un bon prix sur les marchés. Vous ne me parlez pas de l'augmentation des salaires des fonctionnaires, madame. Vous savez, lorsqu'on augmente les salaires, nous savions ça, mais les paniers de la ménagère. Lorsqu'on augmente les salaires... En tout cas, j'ai comme l'impression que c'est une question qui vous met tellement mal à l'aise. Vous n'avez pas d'argument sur la question. J'ai beaucoup d'arguments, madame. Panier de la ménagère, dites-nous. Je vous dis aujourd'hui, madame, vous êtes une maman, vous êtes une dame. Vous vous rendrez compte que même sur le terrain, les produits alimentaires ont un prix abordable, madame. Pas du tout. Heureusement, vous dites pas du tout. Oui. Vous me dites pas du tout. Mais ce qui est vrai est que... Il y a hausse de prix et ça ne va pas. Non, madame. Ce n'est pas une question de la population congolaise seulement. C'est une question mondiale, madame. Moi, je parlais... La tomate, c'est mondial aussi. J'ai parlé, madame, avec un monsieur qui vit en Belgique, qui vous dit... Un litre d'huile était à 2 €. Aujourd'hui, c'est à 4 €, madame. L'huile, ici, chez nous, ce n'est pas à 4 € ou à 4 $, madame. J'ai parlé avec une personne qui est au Canada qui me dit il y a une augmentation sensible. Vous voulez comparer les paniers de la ménagère de la RDC à ce panier de la ménagère de la Belgique ou de la France qui était abordable et qu'aujourd'hui chez nous, depuis que vous êtes là, la situation ne fait que s'empirer en ce qui concerne les paniers de la ménagère. Maintenant là, vous me donnez raison. Si dans des vieilles démocraties où l'économie est stable et qu'il y ait une augmentation des prix des produits de première nécessité. Chez nous, la situation commençait avant même la situation de l'Ukraine. Il faut le reconnaître que la situation en RDC a commencé avant la situation de l'Ukraine. Madame Noëlla, je ne veux pas que nous puissions exagérer les choses.
même ceux qui nous suivent à la maison, sachent que sous Tshisekedi, les choses marchent mieux qu'il y a 4 ans, 5 ans ici. Quand vous me parlez des problèmes des produits alimentaires, madame, même sur les marchés, il y a quand même une stabilité. Il n'y a pas une augmentation exagérée. Vous avez appris qu'il y a eu hausse de taux du dollar sur les marchés? Écoutez, madame, vous savez, je suis très à l'aise dans cette question parce que moi-même, je suis un financier de formation. Hausse des taux des dollars, madame, cela ne doit pas impacter directement sur les marchés par la simple raison, lorsque vous n'avez pas importé ou exporté, vous ne pouvez pas vous réveiller d'un bon matin et augmenter les taux de dollars. Les taux de dollars, madame, c'est la banque centrale qui est la banque mère, la banque des banques, qui a un indicateur en termes de taux. Est-ce que vous aviez appris que la banque centrale a augmenté les taux pour que les cambistes puissent augmenter les taux? C'est là, nous disons, il faut qu'il y ait aussi un encadrement dans ce secteur-là. Il ne faut pas que monsieur puisse se réveiller d'un bon matin, madame, parce qu'il a besoin de se faire de l'argent et qu'il puisse augmenter les taux et que nous, la population, nous nous laissons faire. À un certain moment, c'est ce qui se passe. À un certain moment, il faudrait que nous puissions comprendre les choses, madame. C'est ce qui se passe sur le marché. C'est la banque centrale, madame, qui est la banque des banques, la banque mère. C'est elle qui a l'indicateur de taux monétaire. Et donc, ce n'est pas un individu qui peut se réveiller d'un bon matin et augmenter les taux. Malheureusement, ces individus se réveillent et augmentent les taux et la population adhère. Mais c'est aussi ça le travail que vous devez faire, vous les journalistes, madame. Vous devez aussi sensibiliser la population pour dire, vous ne pouvez pas vous laisser faire comme cela, vous ne pouvez pas vous laisser aller dans tous les sens. Il faut que nous puissions nous en tenir, bien entendu, à la Banque centrale, qui est la banque qui doit nous dire les taux exacts que nous devons Et lorsque la banque elle-même ne communique pas? Parlons peut-être de la situation. Attendez, s'il vous plaît, parlons de la situation que nous avons vécue en fin de semaine, avec les billets de 10 000 francs et 20 000 francs. Est-ce que la banque devrait se réveiller d'un bon matin et puis approuver la signature de celle qui est actuellement gouverneur de la banque, ou la banque devait commencer par une sensibilisation? Parce que même la presse elle-même aussi était surprise. Je pense que tout d'abord, il est de justes écoutes, madame. Lorsqu'il y a un remaniement, lorsqu'il y a une nomination, celui qui était là ne doit pas continuer à signer. Ou soit la signature ne doit pas être là, sinon il doit y avoir le détournement. Et donc, les changements de la signature, c'est tout à fait normal dans une administration. Mais là où nous disons peut-être que les services de marketing, de communication de la Banque centrale devaient déjà anticiper pour mettre la population au parfum. Écoutez, il y a déjà changement de signature, il ne faut pas vous paniquer. Donc, de ce côté-là, je pense qu'ils n'ont pas bien fait le travail. Il avait fallu que les services de communication de la Banque centrale puissent mettre les gens au parfum qu'il y a un changement de signature. Merci beaucoup, madame, messieurs. Prenons à présent le troisième dossier de votre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 22/119 du 30 juillet 2022 portant affectation des magistrats civils du ministère public. Au terme de cette ordonnance, le président de la République ordonne, article 1er, sont affectés aux fonctions de procureur général près la cour d'appel à l'office indiqué en regard de leur nom et matricule les magistrats ci-après. 1. Procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, M. Kumbu Panzu Robert, matricule C000213. 2. Procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga, M. Lwakamona Masanka Amputu, matricule D000894, sont abrogés. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 30 juillet 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Tienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet.
les responsables, le DG, a trouvé que c'était une façon pour l'enrichir. Il a dit qu'il ne va plus accepter. Et d'ailleurs, il a dit, mes deux collaborateurs avec lesquels vous êtes restés travailler sur ce dossier ont été complices. Et je vais vous faire malmener vos vies jusqu'à ce que vous abandonniez cette réclamation. Donc, les deux sont dans une situation de prise d'otage pour contraindre l'avocat à renoncer à la réclamation de ses honoraires auprès de Sokimo. Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. Et ces dossiers ont été soumis aux instances judiciaires, traités, et a fait même l'objet de classements sans suite. L'autre est en cours. Mais comment du jour au lendemain, les dossiers qui sont déjà devant les instances judiciaires peuvent-ils se retrouver encore entre les mains de l'ANF? Non, mais faudrait que ce genre de choses cessent. Nous encourageons nos compatriotes qui servent la République au sein de ce service de se rendre compte que le peuple congolais a besoin d'une autre qualité de service que ce genre de choses, parce que vous vous rappelez que c'était une monnaie courante sous l'ancien régime. On ne peut pas mettre en détention de cette manière et puis menacer d'arrêter un avocat parce qu'il réclame ses honoraires. C'est incroyable ça. Tout ça, on fomente des choses, on crée des faux motifs pour s'adjuger la compétence. Nous rappelons que selon la Convention des Nations Unies contre la torture, les détentions arbitraires, les détentions dans un lieu tenu secret constituent un crime contre l'humanité. ACAJ, c'est une organisation de défense des droits de l'homme que je respecte beaucoup. Et ACAJ s'est battu aussi dans ce pays pour l'avènement d'un état de droit. Dimi est arrêté, il est resté à l'ANER pendant un certain temps. Certainement que l'ANER était en train de l'auditionner sur les faits qui lui sont reprochés. Et après ça, l'ANER l'a transféré au parquet. Moi, je pense que l'ACAJ, s'il peut condamner, et qu'il démontre les faits qui lui montrent que Dimi a été arrêté arbitrairement. Quand il se battait pour l'état de droit, c'était pour que si quelqu'un commet une infraction, qu'il soit arrêté. Qu'il soit du régime au pouvoir ou qu'il soit de l'opposition. Parce que nous avons vu notre ami Gilles Mouniere qui a été arrêté. Il est du pouvoir. Le ministre des hydrocarbures a été interpellé par l'ANER. Il est resté là-bas, je pense, pendant 2 jours. On ne savait pas pourquoi il a été arrêté et il a été relâché. Nous avons vu François Beya qui était conseiller du chef de l'État, très proche, qui a été arrêté. Donc, parce qu'on a soupçonné autour de lui certaines infractions qui valent son arrestation. Je ne pense pas que nous sommes sur les traces de Joseph Kabila. Dans le temps de Joseph Kabila, on a arrêté parfois même pour n'avoir rien fait. On a eu arrêté Jérôme Moulumba à l'aéroport. Sans même l'avoir entendu, on l'a amené au cachot, il est resté là-bas. Sa famille ne connaissait même pas la destination. Nous, par contre, ces arrestations, ce ne sont pas des arrestations politiques, ce n'est pas téléguidé par le président de la République. C'est la justice qui est saisie par quelqu'un qui est lésé, soit c'est la justice qui juge que tel citoyen a commis des infractions, il faut qu'il réponde de ses actes. Je ne sais pas exactement ce qu'on reproche à cette dame. Il faut dire que j'ai appris aussi dans les réseaux sociaux, comme tout le monde, qu'elle a été arrêtée. Ce que je regrette personnellement, parce que sur le plan politique, moi je n'aurais jamais conseillé que cette dame soit arrêtée. Mais sur le plan de l'état de droit et de la justice, si dans ses propos ou si elle a des conflits avec des tiers et quelqu'un s'est senti lésé par ses propos, il a porté plainte, je pense qu'on ne peut pas empêcher à la justice de faire son travail. Il reste à ce moment d'engager les avocats ou de se défendre pour montrer que dans ce qu'elle a fait, il n'y a pas d'infraction. Depuis un temps, on enregistre plusieurs arrestations en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, écoutez, je pense que la justice est en train de faire son travail, madame, et nous ne pouvons pas dire ici qu'il y a beaucoup de cas d'arrestation, mais plutôt... Des journalistes politiques... Mais ce qui est vrai que nous devons être dans un état de droit, ce qui est tout à fait normal. Et donc, si une personne est interpellée pour une cause ou soit pour une autre, il faudrait que nous puissions laisser l'altitude, bien entendu, à la justice de faire son travail, et que si la personne n'est pas reprochée de quelque chose ou soit de quelques griefs, et donc la libération doit être démise. Georges Kapiamba de la CAGE parle des arrestations arbitraires. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il parle des arrestations arbitraires, parce qu'arbitraire, comme il le dit lui-même, mais c'est une question tout simplement de dire qu'on ne peut pas faire des choses comme si nous étions dans un régime dictatorial, mais plutôt nous sommes dans un état de droit. Peut-être que les gens peuvent avoir des problèmes avec la justice, ou soit il y a un problème avec un individu, et donc je ne vois pas comment est-ce que nous pouvons parler de l'injustice, non. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que nous sommes à l'ère de Félix-Antoine Tshisekedi, mais les anciennes habitudes sont revenues. Comment vous réagissez à ces propos? Non, c'est faux, archi faux. Il faut d'abord voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui incitent le président de la République, ce qui n'est pas encouragé, madame. Il y a des gens qui incitent les autorités et tout. Je ne vois pas comment est-ce que ces gens-là sont inquiétés. Mais plutôt, vous ne pouvez pas confondre la liberté d'expression avec le libertinage, ce qui n'est pas tout à fait acceptable dans une nation, dans un état de droit. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui traversent la ligne rouge et qui se croient, je ne sais pas si, comme si nous étions dans une forêt, comme si nous étions dans un champ, mais pourtant nous sommes dans une nation. Il y a des règles, des règlements, il y a la Constitution, il y a les tests qui nous régissent, et donc nous devons respecter l'État, c'est le plus important. Êtes-vous d'accord avec Georges Kapiamba de la CAGE lorsqu'il il affirme que les arrestations et les détentions opérées ces derniers temps par l'ANER plombent l'état de droit prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions suivre peut-être ce qui se passe de l'autre côté. Si les gens de l'ANER en font des plus, il faut qu'ils puissent revenir à la raison pour que nous ne puissions pas accuser Félix Tshisekedi d'être dictateur. Vous savez, Félix Tshisekedi, c'est un homme démocrate, c'est celui qui prône la démocratie, c'est celui qui prône l'état des droits. Et donc, il ne faut pas que nous puissions mal faire les choses, sinon on verra les présidents de la République. Donc, que nous puissions respecter la procédure, c'est qui est tout à fait normal. Mais je n'ai pas beaucoup d'éléments. Si c'est que Georges Kapiamba est en train de dire que l'ANER est en train d'arrêter les gens d'une manière tout à fait injuste et tout, je pense qu'à un certain moment, si cela est vrai, que l'ANER puisse revoir peut-être sa façon de faire les choses. Marie Massemi, une dame âgée de 60 ans, à son âge-là, pourquoi l'inquiéter par la justice? Elle a été arrêtée. Bon, je ne connais pas bien les problèmes de Madame Marie, que vous dites qu'elle a été arrêtée, mais il faut aussi dire, madame, que nous sommes dans une république. Je ne peux pas me réveiller d'un bon matin comme ça et venir... Elle est quand même connue pour ses coups de gueule contre... plusieurs autorités de ce régime. Vous savez que nous sommes égaux devant la loi, madame. Nous sommes égaux devant la loi, nous sommes égaux devant la justice. Ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous devez commencer à insulter les gens ou soit commencer à tuer les gens comme ça parce que vous êtes plus âgé. Je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions voir ce que nous sommes en train de faire. Ça doit nous épargner à beaucoup de choses. Mais pour les cas de la dame dont vous êtes en train de parler, je vois aussi sur la toile comment est-ce que les gens sont en train de parler et tout. J'ai vu même le tweet de M. Martin Fayoulou et lui-même dit que la dame serait de son parti politique. Mais quand vous regardez les déclarations de la dame, j'ai comme l'impression que c'est alors M. Fayoulou envoyerait la dame pour qu'elle commence peut-être à débiter tout ce qu'elle fait là. Bon, parce que ce qui m'a un peu tiqué, madame, je suivais toutes les déclarations, des propos un peu moins courtois, permettez-moi, madame, à l'égard de la première dame. Vous avez suivi la vidéo. À l'égard du président aussi, on l'a vu. Du président de la République et tout. Mbosso et tout ça. Je n'ai pas vu M. Fayoulou tweeter pour demander à cette dame de ne pas continuer à faire ce qu'elle faisait là. Mais voilà aujourd'hui qu'elle serait peut-être en détention quelque part. Il ne faut pas parler de l'arrestation. Mais parce qu'aujourd'hui, on parle de l'arrestation. Madame, il n'y a pas de question d'âge. Vous avez vu ici... c'est qui inquiète plusieurs internautes. Madame Noëlla, vous aviez vu M. Ammar, si c'est... Jamal. Jamal est arrêté, madame.
En Europe, nous avions vu, on condamnait même les morts. Quelqu'un est déjà décédé, on les condamne parce que... Donc, c'est pas un problème là. C'est pas un problème. Et d'ailleurs, chez nous, en Afrique, lorsque on a 60 ans, 70 ans, on devient sage, on doit nous donner des conseils et non de se retrouver dans les débats des bas étages. Mais je demande tout simplement aux politiciens, les partis politiques, madame, n'ont pas comme rôle d'envoyer les gens pour insulter, ça a aussi comme rôle de former les gens, d'éduquer les gens. Et donc, si vous trouvez que dans votre parti politique, il y a des gens qui commencent à empiéter les lois de la République, et donc il faudrait que vous puissiez les rappeler à l'ordre, et pas attendre seulement que lorsque la justice met la main sur la personne et que vous puissiez tweeter pour qu'on puisse libérer la personne. On ne libère pas la personne parce que celle-ci a 50 ans, 60 ans, 30 ans. On arrête même les bébés, madame. On arrête même les enfants de 3 ans. Vous avez un enfant de 3 ans qui tue son ami, il doit être arrêté. Et donc je dis à un certain moment, si nous voulons que ces pays puissent aller de l'avant, nous devons être les premiers à respecter les lois de la République. Ici, c'est que moi j'ai suivi cette maman, la façon dont elle a excellé, madame, dans les insultes, dans des propos moins courtois. Moi, je me demandais si vraiment elle a les enfants, si vraiment elle a un mari, si vraiment elle a des frères et sœurs qui pouvaient aussi la rappeler à l'ordre. Mais aujourd'hui, je vois tout de suite, c'est Martin Fayulu, le député national de la Lukunga. Les députés nationaux, madame, n'a jamais été élu dans ces pays. C'est un député national de la circonscription de Lukunga. Il avait eu moins de voix qu'Élisée Ntambwe. Ça, vous le savez, madame. Et donc, un monsieur qui a eu moins de voix qu'Élisée Ntambwe doit se retrouver président de la République. Non, écoutez, laissons cela de côté. Nous disons à M. Fayulu, son parti politique est sidé où il y a des députés, lui et l'autre est là, ils doivent apprendre aussi à donner des cours d'éducation aux militants et militants. Des cours d'éducation, mais au parti de l'UDPS, on insulte aussi, non? Mais vous comprenez cela, madame, vous avez vu... Vous avez pas commencé à donner des cours d'éducation là-bas avant de demander à Fayulu de le faire. Et nous les faisons, madame. Chez nous, il y a l'éducation. Vous ne verrez jamais un militant de l'UDPS faire de n'importe quoi. Madame, je vous donne un exemple. Il y a un monsieur... Vous le connaissez quand même, non? Je vous donne un exemple, madame. Il y a un monsieur qui avait insulté les policiers ici pendant les couvre-feux de l'UDPS. Il a été arrêté, madame. Envoyé en prison à Makala. Gilles Mounière et d'autres, vous êtes en train de parler, je les salue là où il est. Il a été arrêté, envoyé en prison, madame. Aujourd'hui, il est sorti, non? Il est en liberté. Mais lorsqu'on est arrêté, madame, c'est pas pour aller mourir en prison. Mais c'est là où la population se pose la question. C'est qu'ils sont plus libérés ou en liberté provisoire, ce sont que les membres de l'UDPS. On parle des cas de Dimi Mukendi aujourd'hui, qui est toujours... Vous voulez me parler, madame, de tous ces gens qui ont été libérés, est-ce qu'ils sont toujours de l'UDPS? Non, ils ne sont pas de l'UDPS. Jacqueline Dala est de l'UDPS, madame. Il n'est pas de l'UDPS. Massaro est de l'UDPS, madame, il n'est pas de l'UDPS. Avec Amérique. Vital Kamere est de l'UDPS, il n'est pas de l'UDPS. Votre allié d'État. Non, écoutez, madame, vous me parlez de l'UDPS, non? Oui, Vital Kamere est de l'Union sacrée de la nation. Jacqueline Dala est de l'UDPS. Il est de l'Union sacrée de la nation de Katumbi. Écoutez, est-ce que Katumbi est vraiment dans l'Union sacrée, madame? Oui, on sait jusqu'au jour d'aujourd'hui ici, Katumbi est toujours dans l'Union sacrée de la nation, non? Écoutez, ces messieurs-là, moi... Mais Jimmy, il est du PPRD. Jimmy, il est du PPRD, oui. Oui, mais il est toujours là-bas. Il a passé, je pense, 5 jours à la NER, il est maintenant au parquet. Je pense que son dossier est en train d'être traité, peut-être, à ma connaissance, mais nous demandons, s'il n'a rien fait, que Jimmy soit libéré. C'est tout ce que moi je peux dire. S'il n'a rien fait, que Jimmy soit libéré. Et nous croyons certainement, dans un état de droit, on ne peut pas privilégier les uns ou les autres. Et donc, c'est la justice, c'est le droit qui est en train de travailler. C'est vraiment l'état de droit, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit un autre jour, un internaute, de poser quand même la question au membre de l'UDPS, qu'est-ce qui restait de l'état de droit? L'état de droit, madame, c'est lorsque... L'état de droit, madame, c'est lorsque Martin Fayulu fait de déclarations, ça passe même si LTNC, il n'est pas inquiété, madame. L'état de droit, c'est lorsque Jean-Marc Abound débite les mensonges grossiers qu'il a débités, il est chez lui à la maison, madame. On respecte la loi. L'état de droit, madame, c'est lorsque une personne vole, est en prison, madame. L'état de droit, c'est aussi lorsque... sorti. Non, madame, je suis en train de vous dire ici, lorsqu'on arrête une personne, c'est pas pour que la personne puisse aller mourir en prison, madame. La prison, madame, c'est un centre de rééducation, comme on dit. C'est que pour dire, lorsque vous avez certaines limites éducationnelles, on peut vous transférer là-bas. Il y a même des cours, madame. Il y a des formations. On vous dit, voilà comment est-ce que vous devez vous comporter dans la société. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes dans un état de droit, madame. Au Congo, c'est comme ça se passe. On donne des cours là-bas.
Madame, vous n'aviez jamais été arrêté ou soit vous n'avez jamais visité les gens? Mais je pose la question. Oui, madame. Il y a même les gens qui prient là-bas. Il y a même des pasteurs pour votre information, madame. Les pasteurs, oui, mais les cours. Je ne vais pas vous souhaiter que vous puissiez être arrêté, mais il y a des chefs, madame, qui viennent vous dire voilà comment est-ce que vous devez vous comporter. Merci beaucoup. Vous avez parlé de Jean-Marc Kabounda Kabound, réquisitoire du procureur sur la levée des immunités. Jean-Marc Kabounda Kabound attendu ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Mais finalement, vous voulez en finir avec Jean-Marc Kabound après toutes ces révélations, après tout ce qu'il nous a dit sur la gestion de l'UDPS. C'est un peu comme ça s'est passé avec Joseph Kabila, non? Non, écoutez, je pense d'abord à un certain moment, il faudrait que nous puissions être sincères et que nous ne puissions pas commencer à mentir debout, madame. Lorsque Jean-Marc Kabound vous dit qu'il y a l'argent qui quitte ici dans des jets privés pour aller ailleurs, est-ce que madame pouvait me dire quel est ce pays-là qui peut accepter qu'un jet privé puisse acquérir là-bas avec de l'argent? On doit mettre cela où? On doit mettre... Vous savez ce qu'on appelle l'inflation monétaire. Si vous n'avez pas la maîtrise, bien entendu, d'encadrement de finances, ça risque de créer des problèmes dans votre pays. Et donc, moi, je ne vois pas. D'abord, c'est la première des choses, les premiers éléments que les BC a menti. Lorsque vous parlez des martyries, la mauvaise gestion, l'incompétence et tout, sont des choses que nous avions toujours. Un jusseur à la tête de l'ERDC. Mais c'est lui le premier jusseur à Jean-Marc Kabound. Comment ça? Et Etienne Tshisekedi de son vivant, encore Premier ministre plus de 2 fois, madame, ambassadeur au Maroc, vice-président de l'Assemblée nationale, DG de l'ENA, n'a jamais eu la maison que Jean-Marc Kabound a eu. N'a jamais eu la fortune que Jean-Marc Kabound a eu. Merci beaucoup. Regardez, madame, notre permanence, comment est-ce qu'elle est. Il n'y avait même pas de toilettes, mais aujourd'hui, nous avons le secrétaire général Augustin Kabouya, qui, je suis en passant, était à Loufou hier, madame, inauguré notre siège. Aujourd'hui, la continuité de la gestion de Jean-Marc Kabounda Kabound, non, il faut quand même reconnaître. Pour votre information, madame, tout ce qui était de la gestion de finances, le secrétaire général Augustin Kabouya était mis de côté. C'est lui-même, Jean-Marc Kabound, qui gérait ses finances. Il peut nous dire où sont partis nos cartes à nous. L'argent que nous avions payé, les cartes sont où? Ça est arrivé seulement après, je ne sais pas, les 4 mois que Kabound est parti. Tout à fait, madame. Il a quand même commencé les processus, il faut reconnaître cela. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. La permanence de Loufou, c'est sous le leadership du secrétaire général Augustin Kabouya. La permanence de Moyedi tout. La permanence de Miabi. La permanence de Mboujumaï, madame, c'est Augustin Kabouya. Donc nous disons aujourd'hui... Kabound, c'est un Satan. Écoutez, je ne vais pas dire que Kabound c'est un Satan, il faut dire aussi... Il faut quand même reconnaître ses efforts. Écoutez, madame, je n'ai pas dit que Kabound c'est un Satan. C'est un homme qui a travaillé avec nous. Nous reconnaissons aussi son intelligence, son savoir-faire à un certain moment. Mais nous disons, il a traversé la ligne rouge parce que là, il n'a pas dit la vérité. C'est ça le problème, madame. Merci, madame, messieurs. Prenons à présent ce dossier qui va nous permettre de parler de la Commission électorale nationale indépendante. Élection dans le délai constitutionnel. Est-ce possible? On en parle. Le cadre permanent de la concertation de la femme congolaise est allé à la rencontre du président de la Commission électorale nationale indépendante. Chez Denis Kadima, cette délégation de CAFCO est venue présenter un nouvel outil dénommé analyse comparative des sexes et plus. À en croire le CAFCO, l'utilisation de l'ACS+ implique d'adopter une approche qui tienne compte du genre et de la diversité. Comme vous le savez, la CENI c'est notre partenaire et nous avons le devoir et l'obligation de nous renforcer les capacités. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes venus avec un outil qui renforce le genre. Comme vous le savez, le genre est transversal. Ça devra s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Et il y a eu un nouveau outil qui renforce le genre, comme les élections aussi intègrent le genre. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui amené cet outil qu'on appelle l'analyse comparative des sexes et plus. Dans le couloir, la délégation de CAFCO n'a pas manqué de saluer l'attitude du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Très réceptif et clair et net. Et les échanges étaient vraiment très fructueux. Il nous a dit, il nous a parlé du temps qui n'est pas avec nous. Il a aimé et cet outil était très important. Mais il a manifesté la volonté qu'on renforce encore davantage
quelques membres de la CENI pour qu'il y ait une bonne compréhension de l'outil. Pour rappel, le CAFCO est une plateforme des femmes de la société civile et des partis politiques engagés pour la promotion de droits humains spécifiques de la femme et la protection du bien-être de la population. Ces femmes vivant avec handicap sont réunies pour savoir comment briser les barrières qui les empêchent à participer au processus politique et démocratique. Patrick Pindou, coordonnateur de la FENAFACO, est d'avis que ces barrières peuvent être brisées avec la volonté des personnes valides. Manque d'information pour les femmes vivant avec handicap, c'est une barrière, manque de documentation. Et puis il y a les stéréotypes, il y a les attitudes négatives. Il y a des gens qui pensent que les femmes vivant avec handicap, à cause de leur handicap, ne peuvent pas faire de la politique, alors que c'est faux. Nous avons dans d'autres pays où les femmes vivant avec handicap exercent des fonctions politiques. Il y a la discrimination que subissent ces femmes vivant avec handicap-là, de la part aussi de leurs femmes, de leurs sœurs, qui sont des femmes valides, qui militent pour la cause du respect des droits des femmes. Donc, si les barrières sont seulement éradiquées, les femmes vivant avec handicap peuvent participer d'une façon correcte au processus des élections en République démocratique du Congo. Pour la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, les partis politiques doivent aligner les femmes lors des élections de 2023. Avec la nouvelle loi électorale, il est impérieux que toutes les parties prenantes, notamment les partis politiques, contribuent efficacement à l'inclusion des femmes, des jeunes, des peuples autochtones, des personnes vivant avec handicap et autres catégories sociales dans les préparatifs des élections de 2023 en tant que candidats, témoins, mandataires et éducateurs civiques dans l'animation de leur cellule électorale. IFES reste convaincu que ces échanges amorcés peuvent donner réponse aux questions relatives au déroulement des opérations électorales. La FENAFACO souhaite voir pour sa part les femmes vivant avec handicap accéder dans la sphère des prises de décision à l'issue des élections de 2023. Félix Kayembe, est-ce que le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a un conseiller? C'est une question d'un internaute. Et il faut tout d'abord dire qu'Augustin Kabouya n'a pas un conseiller, il a des conseillers, madame. Des conseillers? Oui, il a aussi... Non, on a l'impression qu'il n'a pas de conseiller là, parce que parfois ces sorties médiatiques là, ça crée un peu beaucoup de réactions, ça crée beaucoup de réactions en fait. Écoutez, d'abord il faut dire qu'Augustin Kabouya c'est un bon communicateur, madame. C'est un monsieur lorsqu'il communique... C'est pas ce que pensent certains. Non, ce sont les gens qui sont dans l'axe du mal, qui pensent qu'il communique mal. Mais si vous posez des questions, même à d'autres personnes qui ne sont pas de sa formation politique, ils vous disent qu'Augustin Kabouya communique très bien. C'est un homme qui est très posé. Et il est celui qui sait toucher chaque chose à son temps. Et donc, le plus important ici est de dire, non seulement qu'il communique très bien, il a aussi un cabinet, il a aussi un bureau. Nous tous, nous sommes ses conseillers. Ah, toi aussi tu es conseiller. Vous le rappelez quand même qu'il a dit un jour que la République démocratique du Congo a la chance d'avoir un président comme Félix Antoine Tshisekedi. Il gère les pays avec son cœur et non avec sentiment. Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire croire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire Qu'est-ce qu'il a concrètement voulu dire à la nation? Il a voulu dire tout simplement que la République du Congo a de la chance aujourd'hui d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République parce que celui-ci est attaché à sa nation. Celui-ci respecte la loi, celui-ci respecte la Constitution. C'est ça, servir le pays avec le cœur et non les sentiments. Madame, un homme d'État doit avoir le cœur. Un homme d'État ne doit pas avoir les sentiments. Et donc, si vous avez un homme d'État qui a les sentiments, attendez-vous à une dérive. Il doit avoir le cœur. Oui. Mais où est-ce qu'on va mettre le cerveau? Madame, écoutez, lorsqu'on parle du cœur, même la Bible dit, un bon cœur donne la vie. Si vous n'avez pas un bon cœur, madame, vous ne pouvez pas faire de bonnes choses. Si vous n'avez pas un bon cœur, vous ne pouvez pas penser aux gens. Si vous n'avez pas un bon cœur, madame, vous ne pouvez pas visiter les malades. Où est-ce qu'on place le cerveau alors? Le cerveau, madame, ça fait partie aussi de la partie importante. Ici, quand vous me parlez du cerveau, vous voulez me parler de l'intelligentsia. Oui, vous pouvez avoir le cerveau, madame, mais si vous n'avez pas le cœur, vous devenez un Satan. Comme le Satan n'a pas le cœur. Ok.
Parce que les gens estiment qu'il aurait dû peut-être dire à la population congolaise que Félix Tshisekedi a le cerveau pour gérer, au lieu de nous parler de ce cœur-là. Non, écoutez, madame, ce sont des discussions peut-être qui ne tiennent pas debout. Lorsque quelqu'un vous dit il a un bon cœur, c'est-à-dire il est attaché à son pays, il est attaché à son peuple. Lorsqu'on a un bon cœur, madame, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. On doit être intelligent, oui. On doit avoir aussi un bon cœur, c'est le plus important. Mais Félix Tshisekedi a les trois. Il a un bon cœur. Ah, mais c'est ce que le secrétaire général n'a pas dit, hein. Il n'a pas parlé de ce cerveau. Vous ne pouvez pas interpréter ce que le secrétaire général a dit. Dans les contextes que le secrétaire général avait dit cela, c'était pour dire aux Congolais et Congolais que vous avez un président de la République qui aime son pays. On aime les pays avec le cœur, madame, on n'aime pas les pays avec le cerveau. Oui, on aime les pays avec le cœur, mais on ne sert pas le pays avec le cœur, mais on les sert avec le cerveau. Nous parlons ici de la bonté. Nous parlons ici de quelqu'un qui est attaché à son pays. Regardez, madame, lorsque le président de la République se déplace ici pour aller voir ses compatriotes au pays et à l'extérieur, restez avec ces gens-là. Lorsque le président de la République se déplace, madame, de chez lui à la maison, de son bureau, pour entrer dans la boue, au Kalouka, madame, allez voir comment ils sont en train de jeter les ponts. Lorsque le président de la République se déplace, madame, pour aller à Kalam, voir la saleté là-bas, comment est-ce qu'on est en train de travailler, madame, c'est du bon cœur. Et donc, je dis, il faut dire ici, il y a quelqu'un qui aime son pays. Lorsque le président de la République construit un hôpital moderne pour le militaire, madame, la garde républicaine, c'est du bon cœur. Lorsque le président de la République, madame, prend les Kouloun et les envoie à Kanyamaka CC, aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs. Madame, on les cherche, on les arrête, on les envoie là-bas. C'est du bon cœur. Lorsque le président de la République fait baisser les prix des billets d'avion, madame, que vous, aujourd'hui, vous partez partout, madame, à $200, à $150, c'est du bon cœur. Merci beaucoup. Lorsque le président de la République, madame, aujourd'hui, s'il y a ce que nous puissions avoir la couverture sanitaire pour que les gens soient soignés gratuitement, c'est du bon cœur, madame. Gratuitement, mais les médecins sont en grève. Madame, la grève, c'est constitutionnel, madame. La grève, c'est constitutionnel, il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal que les gens puissent gréver, mais on finit toujours par négocier. Les syndicalistes sont là pour ça, madame. Même si vous partez en Europe, il y a des grèves. Vous aviez oublié comment on appelle le jaune là à Paris. Les gilets jaunes, c'était quoi? En France, en Belgique, ailleurs, il y a des grèves, madame. J'ai parlé avec mon jeune frère qui est au Canada, ils ont grévé pendant 2 semaines. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas une bonne question. 2 mois, 3 mois, parfois 4 mois. Il faut dire aussi, madame, à un certain moment, nous exagérons en grève. Hein. Nous exagérons. C'est parce que le gouvernement n'est pas en mesure de répondre. Là, on a les professeurs de la Pikine étaient en grève. Madame, le gouvernement aujourd'hui fait mieux qu'hier. Pourquoi hier on ne grévait pas? Mais il faut dire merci à Tshisekedi parce qu'aujourd'hui, la constitution est d'application. Il faut dire à Tshisekedi aujourd'hui parce que l'état des droits, madame, est d'application. Pourquoi? Parce que vous grévez et vous rentrez chez vous à la maison. Moi, j'ai vu ici les gens gréver. On arrête les grévistes, madame. Mais aujourd'hui, vous pouvez gréver et puis vous rentrez chez vous à la maison. Il est tout à fait normal qu'on puisse gréver parce que chaque personne veut à tout prix être dans de bonnes conditions. L'État congolais qui est responsable prend en compte, bien entendu, la grève des uns et des autres et puis on négocie, on parle, on avance. Les enseignants ont grévé, madame. Est-ce qu'aujourd'hui ils continuent à gréver? N'est-ce pas, ils ont donné cours, ils ont terminé même à donner cours. Vous parlez des enseignants de l'EPST? Oui. Parce qu'à Pikine, là, ils sont en grève. Hein. Non, madame. Écoutez, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas le rôle de leur métier. Lorsque vous êtes là, vous devez aussi vous conformer à la convention collective de votre travail. Vous savez, ceux qui engagent la grève, madame, ce sont les syndicalistes. Après une négociation, s'il n'y a pas suite à une négociation ou au dialogue, à ce moment-là, on dit non, nous avions tout tenté, ça n'a pas réussi, grévons maintenant. L'expression de la grève, madame, c'est lorsqu'on n'a pas pu trouver la solution au problème posé. Mais Félix Kayembe, parlons un peu de votre, je sais pas, votre ancien membre allié, votre ancien président. Bon, Jean-Marc Kabound. Dites-nous un mot. Dans tout ce que Kabound a dit là, qu'est-ce qui est vrai? Soyez sincère, s'il vous plaît. Dans tout ce qu'il a dit, c'est pas les cœurs seulement parce que vous êtes membre du parti. Dans tout ce qu'il a dit, de vérité. Dans tout ce qu'il a dit, ce qui est vrai, c'est son mensonge. Ah, c'est tout ce qui est vrai. Oui, c'est tout ce qui est vrai.
Les mensonges qu'il a débités devant la nation, c'est ce qui est vrai. Le reste là, c'est faux. Le président de la République démocratique du Congo. Quel président de la République? Il est candidat, président Jean-Marie Kabound. Écoutez, madame, parlons-en aussi de sa candidature. Vous savez que son parti politique n'est pas encore sorti d'une manière officielle. Et pour que l'on puisse se déclarer candidat président de la République, il doit y avoir un congrès, madame. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas de bon matin, on se réveille et puis on dit que je suis candidat président de la République, madame. Il n'y a pas eu congrès. Son parti politique n'a pas encore fait la sortie officielle. Le monsieur vous convie à un point de presse. C'est devant les journalistes où il dit « Je suis candidat président ». C'est Dimati, madame. C'est Dindendo de la face. C'est dit yo-yo. Il doit apprendre à respecter. Et d'ailleurs, si les gens étaient sincères, les gens qui sont avec lui, 2-3 personnes qui sont avec lui là-bas, des députés. Non, mais on a vu beaucoup de gens qui l'ont accompagné quand il est parti. Non, c'était quelques personnes pour le billet. Il vous fait peur, Jean-Marc Kabound? Madame, il vous fait Jean-Marc Kabound, écoutez, vous ne pouvez pas quand même insulter l'IDPS, madame. Vous savez, nous connaissons l'histoire de l'IDPS. Ben Chika est parti de l'IDPS. Est-ce que vous entendiez encore parler de Ben Chika? Bruno Tshibala est parti. Vous entendez parler de Bruno Tshibala? Il est là. Mavungu, paix à son âme. Bruno Mavungu. Vous entendez parler de Bruno Mavungu, madame? Valentin Mobake est chez lui. Vous entendez parler de Valentin Mobake, madame? Et donc, l'IDPS, c'est un état d'esprit. Lorsque vous quittez l'IDPS, vous partez seul. Peut-être que votre femme et vos enfants vont refuser et retourner à l'IDPS. Ah bon? Kabound va aller seul, sa femme va refuser? Je n'ai rien dit. Mais suivez mon regard. Et puis une dernière question, parce qu'on doit prendre le dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Pourquoi vous avez attendu le départ de Jean-Marc Kabound à Kabound? Nous l'avons vu même Sylvain Mutombo brandir que non, Kabound avait menti, Kabound avait menti. Quand il était avec vous, il était clair, il était sain, et maintenant qu'il est parti, vous cherchez les derbes partout. Non, c'est maintenant qu'on vient de voir beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, même quand il était avec nous, déjà, il y avait des gens qui criaient pour dire Kabound a menti sur son identité. Protégé, non? Écoutez, je l'ai protégé où? Je l'ai protégé où? Vous, l'IDPS, vous l'avez protégé. L'IDPS qui devait faire une nous ne protégeons pas les individus. Nous, l'IDPS, nous protégeons le patrimoine l'IDPS. C'est-à-dire, lorsque vous avez l'âme, l'esprit de l'IDPS, madame, nous vous protégeons. Mais lorsque vous quittez l'esprit de l'IDPS, lorsque vous quittez l'âme de l'IDPS, en tout cas, vous ne serez pas avec les combattants. C'est clair et net. Madame, Monsieur, parlons à présent de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. L'armée rwandaise a bel et bien intervenu dans l'est de la République démocratique du Congo ces derniers mois, directement ou en soutien à des groupes armés. Ces affirmations proviennent des rapports d'experts missionnés par les Nations Unies sur place. À ces sujets, l'ONU confirme des attaques de l'armée rwandaise en RDC. D'après ces rapports transmis au Conseil de sécurité, l'armée rwandaise a lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des forces armées congolaises depuis novembre 2021. Ces experts indiquent également que Kigali a fourni des renforts des troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer des villes et des zones stratégiques. Le rapport du groupe d'experts bat en brèche les dénégations des autorités rwandaises et détaille, preuve à l'appui, l'implication directe du Rwanda unilatéralement ou conjointement avec les combattants du M23 dans l'est de la RDC. Des images de drones fournies par la MONUSCO, des vidéos et photos amateurs et des témoins oculaires établissent clairement la présence des forces rwandaises et du transfert de leurs équipements au M23 dans et autour de la ville de Bunagana la veille et les jours même de l'attaque. Ils sont serviteurs de Dieu regroupés au sein de la dynamique des pasteurs congolais. D'entrée de jeu, le président de l'Assemblée nationale a remercié ses hôtes pour avoir répondu à son appel, mais surtout pour l'accompagnement dans la prière et les bonnes intentions à sa personne et au travail que le Seigneur lui a confié. Ensuite, Christophe Mbosso a axé son propos sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Visiblement, il s'agit bien d'un éveil de conscience. Il y a des gens parmi nous, et des étrangers aussi, qui ne veulent pas que le Congo soit en paix, parce qu'ils veulent voler nos richesses. Et derrière ça, ils ont l'intention de créer le chaos
pour qu'une partie de notre territoire soit annexée chez eux. Au moment où nous devons nous rassembler, être unis, être derrière le commandant suprême des forces armées, certains cherchent à créer des problèmes, à critiquer. Et puis, il y a des Congolais qui veulent que leur propre village reste dans une situation d'insécurité. Ça, on ne peut pas accepter. Quand vous m'entendez accuser le Rwanda, je ne blague pas, je peux être face au président Kagame, je lui dirai, Monsieur le Président, nous voulons vivre en paix avec le peuple rwandais. Vous arrêtez d'envoyer des soldats aller tuer les Congolais. Personne ne vous a donné le mandat de parler au nom de Tutsi, de Hutu, du Congo. Répondant ainsi à l'appel du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, ces serviteurs de Dieu de la province du Congo ont ainsi réaffirmé leur engagement à soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les institutions de la RDC et les forces armées qui combattent jour et nuit au front dans la partie est de la RDC. Le gouvernement congolais décide de raccourcir le délai de retrait de la MONUSCO suite à la situation humanitaire catastrophique enregistrée dans l'est de la RDC. D'une manière générale, nous enregistrons plus ou moins 5 millions de déplacés dans la partie est de notre République, de déplacés internes. C'est tellement énorme. En tout ce qu'on a le premier secours, dans ce cas, c'est apporter de l'eau potable. C'est indispensable. Il faut qu'il y ait de l'eau potable pour la population qui se déplace, qui ne sait pas, ou avoir de l'eau potable possible. Et ensuite, quand on a de l'eau potable, il faut venir au secours des blessés. Il y en a qui sont grièvement blessés, il y en a qui sont légèrement blessés. Ça, nous l'avons fait quand nous sommes partis. La MONUSCO doit donc se retirer du territoire congolais dans un délai raccourci à déterminer. Dans la résolution 2556, il est clairement indiqué que le Conseil de sécurité a accepté la mise en place d'un cadre de travail pour qu'on examine la stratégie de retrait de la MONUSCO de la RDC. Et donc cette réunion d'hier a résolu de convoquer très rapidement ce cadre pour réévaluer effectivement ce plan de retrait de manière, cette fois-ci, et là je donne les détails, à raccourcir les délais qui avaient été initialement convenus. Parce que si les délais étaient de X temps, eh bien, le délai qui va être rediscuté va être de X-1 ou -2 ou -3. Pourquoi alors brusquer le départ de la MONUSCO? Patrick Mouyaya explique. C'est la gravité de ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui, le président de la République, comme il est le président et qui porte la voix des Congolais, les Congolais qui se sont exprimés majoritairement ont demandé, le collègue Paluku l'a dit tout à l'heure, les départs demain, les départs dans un mois. Parce qu'il ne faudrait pas que demain, il y ait d'autres incidents dans un contexte où il n'y a plus de confiance. La résolution 2556 du Conseil de sécurité des Nations Unies reste les documents de travail du gouvernement congolais en vue de rendre effectif le retrait de la MONUSCO. La situation vécue dans l'est de la République démocratique du Congo avec la MONUSCO qui a forcé son entrée, causant ainsi des pertes en vies humaines. Que voulait cacher la MONUSCO en posant cet acte? Vraiment, madame, c'est déplorable. C'est déplorable parce que, vous savez, d'abord, la mission de la MONUSCO dans notre pays, c'était pour mettre fin aux groupes rebelles et puis être aux côtés de l'armée congolaise pour faire le travail de la sécurité. Mais ce que la MONUSCO a fait, je pense qu'ils ont traversé la ligne rouge jusqu'à tel point que nous puissions aujourd'hui... Forcer l'entrée, c'est traverser la ligne rouge, jusqu'à tel point que nous puissions aujourd'hui avoir les morts dans nos rangs, ce qui n'est pas vraiment acceptable. Donc nous croyons certainement, avec la décision qui est prise au niveau du gouvernement, cette fois-ci, la MONUSCO doit se retirer pour que nous puissions rester nous-mêmes. Est-ce que les véhicules de la MONUSCO qui ont forcé l'entrée en République démocratique du Congo transportaient des choses? Vous savez, d'abord, nous avions compris, madame, nous-mêmes, les collectifs des communicateurs de l'Union sacrée, les 6 juillet, nous avions tenu un point de presse où nous avions dénoncé ce que la MONUSCO est en train de faire de l'autre côté. Et quelques temps après, la MONUSCO nous a surprise pour dire
écoutez, les M23 avaient un armement très lourd que nous. Et nous ne pouvons pas faire face à cela. Donc nous avions déjà compris que ce sont des gens qui sont venus ici pour faire les affaires, pour trafiquer autre chose, et non pour remplir la mission pour laquelle ils sont sur les sols congolais. Et ces véhicules-là, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et donc, je demande d'abord que les services des renseignements et que la communauté internationale, la communauté africaine aussi, parce qu'il s'agit ici d'une question tout à fait très sensible, que l'on puisse identifier qu'est-ce qu'il y avait dedans, qui était au volant et pourquoi est-ce qu'on avait forcé pour arriver à briser la barrière. Donc, nous croyons certainement que ce sont des gens qui sont au service du mal et non au service de la sécurisation de ces côtés-là du territoire, ou soit pour mettre fin au groupe rebelle. Pourquoi, madame, vous n'êtes pas dans votre mission principale, celle bien entendu, de sécuriser la population, de faire en sorte qu'il n'y ait plus le groupe rebelle de ces côtés-là, au moment où vous touchez beaucoup d'argent dans notre pays. Le trésor public est en train de saigner pour ça. Cet argent peut être affecté même à l'armée de la République du Congo pour donner encore davantage le souffle à nos compatriotes et que nous puissions arriver à terminer la guerre qui nous est imposée d'une manière tout à fait injuste de l'autre côté par les Rwandais et son M23. Alors que l'armée de la République démocratique du Congo a affirmé la présence, le soutien donc du Rwanda au M23 pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, le porte-parole, avait fait un point de presse pour dire que non, eux n'avaient pas de preuves. Mais au lendemain des manifestations anti-MONUSCO dans ce coin du pays, nous avons tous suivi le rapport des experts de l'ONU qui attestent que vraiment le Rwanda a apporté son soutien depuis très longtemps au M23. Une réaction qui revient au lendemain des manifestations où on exige le départ. Nous ne sommes pas un petit peuple, madame. Nous ne sommes pas un petit pays où nous allons nous laisser faire par une petite déclaration. Pourtant, ce sont des gens qui sont des détenteurs de secrets de ce M23 et du Rwanda, du soutien du Rwanda au M23 depuis l'aube des temps, depuis la nuit des temps. Pourquoi de tout ce temps-là, ils n'ont jamais déclaré pour dire, écoutez, vous êtes attaqués par les Rwandais. Nous voyons comment est-ce que le Rwanda soutient le M23. C'est aujourd'hui parce qu'ils ont vu que les peuples congolais s'est tenu debout comme un seul homme pour dire niet à la supercherie de la MONUSCO qui vont venir avec cette histoire. Nous connaissions déjà depuis l'aube des temps que nous sommes attaqués par les Rwandais. C'est pas pour rien que le président de la République, madame, lorsqu'ils se sont retrouvés au Rwanda avec le Kagame, il a dit, vous attaquez mon pays et donc vous êtes responsable de tout ce qui se passe de l'autre côté. Le président lui-même en avait déjà parlé. Qu'il n'est pas concerné par les résolutions. On connaît comment ça se passe, madame. On connaît comment ça se passe. Lorsque lui-même, Kagame, a eu la gifle diplomatique de Félix Tshisekedi, il a reconnu que c'est lui qui soutient le Rwanda et les M23, et que les M23 puissent dire, nous pensons tout simplement que non, c'était juste pour saper les travaux de négociation de l'autre côté. Mais nous disons, madame, d'abord, la sécurité de notre pays ne relève pas, bien entendu, de la MONUSCO, je ne suis pas d'un pays, ça relève de la République du Congo. Nous sommes à même de faire respecter la loi et de sécuriser notre peuple. Mais nous demandons au Rwanda de se taire, madame, parce que cette fois-ci, on ne doit plus accepter l'inacceptable. Et la MONUSCO, elle devait remplir son rôle comme il se doit. Ce n'était pas même, madame, comme si nous étions venus faire le concours de la beauté, voir qui est beau et qui n'est pas beau, pour ne pas faire le travail. C'était un travail qui devait être fait, et ce travail est rémunéré, madame. C'est de l'argent des contribuables qu'on donne à la MONUSCO. Après ces incidents malheureux dans l'Est du pays, aujourd'hui, bon, avant même ces incidents, on ne cesse de demander la condamnation du Rwanda, qui n'arrive toujours pas. Et on a même, hier, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, il y a eu des attaques en Ituri. Et selon donc la société civile du coin, on parle déjà de 20 morts, voire même plus. Finalement, la RDC va continuer toujours à demander la condamnation et certaines personnes estiment que la RDC est en train de se plaindre. Jusqu'où la RDC doit continuer à se plaindre? La RDC n'est pas là pour se plaindre, madame. Il faut d'abord dire qu'aujourd'hui, avec... il faut dire d'abord aujourd'hui, avec l'avènement de Tshisekedi à la tête du pays, comme président de la République, madame, il y a un grand changement. Vous savez, les Rwandais jouaient d'abord à la victimisation dans tous les plateaux des télévisions internationaux, dire que nous sommes un petit peuple, nous sommes un petit pays, voilà pourquoi est-ce que... Mais aujourd'hui, avec
l'avènement de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi, nous sommes dans tous les fronts. Nous sommes sur les fronts diplomatiques. Voilà pourquoi est-ce que, pour la première fois, la Belgique, madame, le roi des Belges lui-même, puisse demander à la communauté internationale d'être aux côtés de la République du Congo parce que nous sommes agressés par les Rwandais. Et vous savez, madame, vous savez, madame, avant que l'on puisse arriver à condamner les Rwandais, il avait fallu qu'il y ait un travail de titan diplomatique qui est fait par Tshisekedi. Lorsque le Sénat américain reconnaît que nous sommes agressés par les Rwandais, lorsque la Belgique reconnaît, vous savez que la Belgique, d'abord, c'est le siège de l'Union européenne, c'est que pour dire, tous les pays de l'Union européenne sont maintenant informés, mis au parfait, que c'est le Rwanda qui nous attaque. Et donc, après que tous ces pays puissent être informés que le Rwanda nous attaque, je pense que nous allons passer maintenant à une autre étape, celle de la condamnation. Nous n'accepterons pas, madame, qu'on puisse tuer nos compatriotes. 20 morts déjà, on parle même de plus. Nous nous plions devant les morts, nous disons, madame, il faut que la population aussi puisse écouter ce que le commandant suprême des forces armées demande, dans les chefs d'état-major ou soit le gouverneur militaire. Et il ne faut pas se retrouver dans une zone, madame, où il n'y a pas la sécurité, c'est-à-dire les FARDC sont loin, ou soit pendant qu'ils sont en train de livrer les combats et que la population se retrouve dans ces périmètres-là. C'est ce que nous demandons à la population. Oui, c'est difficile, mais il faut d'abord rester à la maison jusqu'à tel point nous allons terminer cette histoire-là de la guerre. Et ce qui est vrai est que le président de la République Tshisekedi est tellement déterminé, madame, avec son gouvernement, pour que l'on arrive à terminer la guerre de l'Est du pays. Pas seulement les présidents de la République, mais aussi les peuples congolais, madame. Nous sommes plus que déterminés pour que nous puissions en finir avec. La population de l'Est qui s'est levée. La population de l'Est était prête, madame, pour entrer au Rwanda. Vous aviez vu cela pour la première fois, où nous avons le même langage avec le gouvernement, avec les présidents de la République et la population. Ce qui est pour dire, cette affaire ici, c'est une affaire, madame, de la République du Congo. C'est une affaire de tout le monde. S'il n'y a pas le Congo, il n'y aura pas opposition, il n'y aura pas majorité. Ici, ce sont des questions qui nous mettent ensemble pour que nous puissions nous tenir comme un seul homme et mettre fin à cette supercherie. Mais ce qui est vrai est que le président de la République Tshisekedi est tellement déterminé pour mettre fin à la guerre qui se vit à l'est du pays et que la paix soit totale sur toute l'étendue de la République. Si je ne me trompe pas, je pense qu'en Angola, on avait chassé la MONUSCO. Hein? Et aujourd'hui, la paix est revenue. Mais nous avions parlé du retrait, bien entendu, de la MONUSCO. D'ailleurs, le président de la République lui-même, lorsqu'il s'est adressé devant les deux chambres réunies à Congrès en 2020, il a dit en 2021, nous sommes en train d'envisager le retrait de la MONUSCO d'une manière tout à fait progressive. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qui se passe là-bas, nous croyons certainement que l'État congolais a déjà donné son temps. La MONUSCO doit partir. Mais j'ai beaucoup aimé, madame, vous n'avez pas souligné cela, lorsque l'on a demandé au porte-parole de la MONUSCO de faire ses valises et de quitter le sol congolais, c'est un signal fort. Même voilà si pourquoi est-ce n'a pas bien accueilli cette décision. Hein? L'ONU, madame, ne peut pas bien accueillir cela parce que c'est des dividendes qu'ils sont en train de perdre. Mais nous sommes là pour sécuriser notre peuple, nous sommes là pour sécuriser notre pays. Ils profondément cet acte-là, hein, de voir... Ils auraient dû regretter les morts, madame. Demander à un membre de son personnel de quitter. Madame, ils auraient dû regretter les morts. Nous avions beaucoup intérêt. En complicité même avec la MONUSCO. Pourquoi est-ce qu'on vous dit que la MONUSCO est dans tel permettre qu'on tue les gens là-bas? Ils viennent là-bas juste pour constater et vous acceptez que nous puissions regarder comme cela? Nous disons non, madame, c'est révolu cette histoire. Nous acceptons aujourd'hui, madame, de collaborer avec certaines organisations qui sont sincères. Lorsque vous dépensez de l'argent, il faut que la population soit aussi sécurisée, madame. Et donc la MONUSCO a démontré ses limites. Lorsqu'elle déclare pour dire « je suis incapable de faire face au M23 », parce que le M23 a les armes plus que moi, et donc c'est un langage qui nous a été donné. Elle a été sincère, madame. Mais lorsqu'on est sincère, on fait quoi? On attire toutes les conséquences, madame. Merci beaucoup. C'était un langage diplomatique pour vous dire je ne saurais pas être encore au Congo parce que les M23 que je collabore avec, les M23 collaborent avec... C'est le message que la MONUSCO faisait passer en disant... En tout cas, c'est ce que moi j'ai entendu, c'est ce que moi j'ai écouté. Merci beaucoup, Félix Kayembe. Nous sommes pratiquement à la fin. Votre mot de la fin à la population qui est en train de vous suivre à cet instant. À la population, je dis merci beaucoup parce que vous aviez démontré de quoi vous êtes capable et donnons encore la chance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Tshisekedi, et à son gouvernement. Je pense que cet homme, c'est un produit fini de la population congolaise. Nous sommes en train de travailler pour répondre aux besoins sociaux de la population congolaise. Et nous croyons certainement que nous sommes prêts pour être encore à la place qu'il faut pour mettre fin à la guerre qui se vit à ce pays.
il n'y a pas mieux que Félix Tshisekedi, il n'y a pas mieux que la République du Congo. Merci. Et j'ai oublié, c'est fini. Un seul mot, pas deux, mais un mot. Rapprochement Kabila, Kabound et Djong. C'était un rapprochement de l'axe du mal, c'était un rapprochement des aigris, c'était un rapprochement de décis, de frustrés, et puis il n'y aura rien. Le problème c'est quoi, madame? Le peuple est avec Tshisekedi, le peuple n'est pas avec ces gens-là. Vous pouvez vous retrouver à 5, à 50, à 60, mais le plus important est que le peuple, lui, est avec Tshisekedi. Entre Tshisekedi et le peuple congolais, il n'y a pas de trait d'union. Merci beaucoup. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Merci bien à notre invité de ce jour, Félix Kayembe, cadre bien sûr du Parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès social et coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement. Et vous avez donné le rendez-vous à la population. Vous avez donné les rendez-vous, madame. Le 21 août, nous serons à l'IMICA avec la Ligue des jeunes de l'IDPS et toutes les structures où il y aura un meeting. Le président Amissi et le secrétaire général Augustin Kabouya doivent devoir se prononcer devant certaines questions d'actualité et que le peuple soit fixé. Et la dynamique des intellectuels acquis au changement, dont nous avions le plaisir de diriger, nous serons encore de la partie. Et nous vous invitons d'y être aussi. Merci beaucoup. Ainsi qu'enfin notre rendez-vous de la semaine. Merci à vous, madame, messieurs, de votre fidélité à Congo Web Télévision. Congo Web Télévision, la meilleure de chaîne de la ville-province de Kinshasa, l'une des meilleures de la République démocratique du Congo. Info 7, un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle sur la chaîne Haute Définition. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. C'est l'heure. Au revoir.